Elle est sympa cette journée, non? Eh bien, on va continuer. On va rencontrer d'autres femmes qui ont vu elles aussi un jour leur vie complètement basculer. Laissez-moi vous les présenter. Après plusieurs années d'expérience en tant que cadre administrative, elle s'installe dans le Perche et fonde en 2016 La Vertueuse, une brasserie artisanale et indépendante dont elle assure depuis la présidence. À travers ce projet, elle défend des valeurs fortes, ancrage local, authenticité, qualité des produits et respect du savoir-faire artisanal. Mesdames et messieurs, Céline Hay. Bienvenue Céline. Fondatrice et dirigeante de la société Hoche et Associés du conseil en ressources humaines et ce pendant 15 ans. Elle décide d'orienter un jour sa carrière vers l'amélioration de l'expérience des patients et des soignants en cancérologie à la suite d'un cancer du sein. Aujourd'hui responsable du partenariat patient au Centre de lutte contre le cancer et Henri Becquerel à Rouen, elle emploie son énergie et son talent à apporter toujours plus d'humains dans un secteur qui en a tant besoin. Emmanuelle Hoche. Bienvenue Emmanuel. Ingénieure en électronique et optique spécialisée en physique des plasmas et énergie, forte de 28 ans d'expérience dans l'excellence opérationnelle, elle évolue dans des environnements industriels exigeants, notamment les dispositifs médicaux. Un événement privé changera sa vie et sa vision des choses à jamais. Elle décide de vivre une autre vie, sa meilleure vie. Clotilde Bagé. Madame. Tu veux un bisou? J'en ferai après. Coach de dirigeant spécialisée dans l'accompagnement des leaders face à l'incertitude. Fondatrice de Bruck, elle met 15 ans d'expérience en recherche biomédicale et en pilotage d'entreprises innovantes au service de la transformation humaine. Elle accompagne les dirigeants qui souhaitent trouver clarté, puissance et équilibre en les aidant à relier l'esprit, le cœur et le corps. Elle est notre modératrice aujourd'hui, Pauline Noack-Fressigne. Merci Anne pour cette belle introduction. Je m'adresse à la salle. Est-ce que vous avez déjà vécu un moment où vous aviez l'impression que la vie était en train de vous lâcher? Quelque chose qui était en train de s'écrouler? Les événements que l'on vit sont comme des messagers. Et je crois que les trois invités de cette table ronde vont vous le prouver. En écho à l'histoire de Lucie qu'on vient d'entendre, elles ont vécu une épreuve et cette épreuve a changé leur vie. Alors pour les connaître un petit peu mieux, Céline, Clotilde, Emmanuel vont se présenter avec un petit portrait chinois. Emmanuel, on commence par toi. Si ton épreuve était une saison, quelle saison? Les 4 sans hésiter. Si ton épreuve était une émotion? Une salade de fruits d'émotion. Et si ton épreuve était un verbe d'action? J'ai le droit d'en dire 2. Avancer, ne rien lâcher. Oui, parce que je les ai cadrés à mort. Avancer, Avancer, ne rien lâcher. Clotilde. Oui. Si ton épreuve était une saison? L'hiver, parce que c'est juste avant le printemps. Si ton épreuve était une émotion? Mon épreuve a été la stupeur. Et maintenant, c'est de la lucidité. Et un verbe d'action? Rebondir. Céline, si ton épreuve était une saison? Le temps des tempêtes, du froid, l'hiver. Merci. Une émotion? L'injustice. Très fort. Et un verbe d'action? Pardonner. On va y revenir. Alors maintenant, je vais vous poser la même question à toutes les trois, en changeant l'ordre, évidemment, par souci d'équité. Parce que chaque question, finalement, va vous permettre de dire des choses parfois différentes et parfois qui vont se rebondir l'une sur l'autre. Peut-être on commence avec toi, Céline. Tu te souviens de ce jour où tu as senti que la terre se dérobait sous tes pieds? Le démarrage de cette épreuve.
Quelle a été ta première réaction? Ah ouais, je me souviens du jour, à l'époque, j'avais que 2 enfants sur les 4. C'était un vendredi soir, il est tard, je fais le repassage et je vois une enveloppe et je dis: «Tiens, j'ai pas ouvert le courrier, de la semaine», hein. Et j'ouvre l'enveloppe et là, ouais, ça là, c'est le choc. Convocation, devant les prud'hommes, dans 10 jours pour une conciliation où, une assistante maternelle que j'emploie depuis 3 mois, à qui je confie, ce que j'ai plus cher, c'est-à-dire mes enfants, ma maison, ce que j'ai construit, m'attaque et me réclame 10 000 €. Voilà. Et Je là comprends pas. et là, je comprends pas. Voilà. Et là, c'est le choc, c'est l'injustice, c'est la colère et je fais nuit blanche, évidemment. Évidemment. Clotilde, tu te souviens de ce moment où le monde enfin, ouais, Mon ta monde vie, s'est écroulé. ouais, ton monde Oui, s'écroule? oui, oui. C'était le 26 décembre 2014, à 9 h du matin. Mon monde s'est écroulé puisque mon couple a craqué. Et ça a été le début de la descente aux enfers. La réaction que tu as eue à ce moment-là? L'effondrement, plus de respiration, des palpitations. Ma vie s'arrêtait. J'ai plus d'avenir, plus de vie. Donc tout s'arrêtait. Et toi, Emmanuel, le sol se dérobe sous Le tes pieds. moment, ouais. Alors j'ai pas eu l'impression que le sol se dérobait, mais par contre de me prendre un train violent, voilà, C'est bien aussi, hein. c'est kiff-kiff, voilà. Je l'ai d'autant pas vu venir que j'étais quand même assez jeune, j'avais 42 ans, ça faisait un moment que j'étais fatiguée, je me suis dit bon, je vais aller voir le médecin, je décide de prendre soin de moi quand même parce que voilà, quand on travaille beaucoup, on prend pas toujours le temps de prendre soin de soi. Et puis je vais passer une mammo, une écho. La mammo, elle me dit je vais vous faire un complément sur le sein gauche. Je vois rien venir. Je dis ouais, ok, c'est loupé sur la photo. Ok. Elle me dit bon, vous allez voir le médecin et vous faire une écho parce que, enfin voilà, je dis ok. J'avais pas fait de mammo depuis 3 ans, donc moi une écho, limite je voyais pas la différence. Donc ok. Et le médecin me dit bah voilà, je vous fais une écho parce qu'il y a un truc au niveau du sein. Et je lui dis le truc c'est un cancer. Et elle me dit oui. Je lui dis c'est gros, c'est petit. Elle me dit c'est moyen. Et là je me dis merde, comment je vais dire ça à mes parents? Et merde, j'ai pas de prévoyance. Voilà, je suis désolée, j'ai une sœur qui travaille dans la prévoyance, j'avais toujours pas compris ce que c'était, j'en avais entendu parler, ça me passait totalement au-dessus de la tête parce que je comprenais pas ce que c'était et voilà quoi. Et donc c'était en option, sauf que quand on est chef d'entreprise toute seule, sans salarié, qu'on est travailleur non salarié, qu'on n'a pas de prévoyance, bah on travaille pas, on gagne pas d'argent, on n'est pas payé, on n'a plus rien. Incompréhension. Incompréhension, voilà. Clotilde, qu'est-ce qui te donne... Donc là, tu viens de, voilà, tu viens de découvrir voilà, une réalité injuste, horrible. Ouais. Qu'est-ce qui te permet de rester debout? Alors ça a pris du temps, j'ai mis 18 mois puisque j'ai essayé de reconstruire mon couple, de tout sauver, voilà. J'étais la famille idéale jusque-là avec une maison, un travail, 3 enfants, tout se passe bien. Et là mon univers s'écroule et donc j'ai essayé de le restaurer. Et au bout de 18 mois, au cours d'une conversation où on me dit qu'il faut rien attendre, là, je décide de me prendre en main et de dire non, mais je vais y arriver toute seule. Ça a mis 18 mois, mais après, j'ai recommencé. Tu as compris que la force, en fait, elle venait de l'intérieur. Il n'y avait rien d'autre, finalement. Il n'y avait rien d'autre, c'était moi. Et c'était moi qui prenais ma vie en main et qui décidais seule. Toi, Emmanuel, comment est-ce que tu fais face à la tempête? La première chose que j'ai faite, en fait, c'est ce que j'ai dit au médecin radiologue qui a commencé à me proposer tout un tas d'établissements où je pouvais être soignée. J'ai dit non, moi je vais être suivie au centre Henri Becquerel. Maman est suivie là-bas, j'ai totalement confiance en eux. Donc la réaction, ça a été ça, c'est de dire je vais faire confiance au centre. Et je ne regrette pas, évidemment. Et ta maman, si on comprend bien, est suivie pour... Maman a été suivie pour 2 cancers Au même moment. à Becquerel au même moment, voilà, à un moment où elle allait pas bien et finalement elle a prolongé de 2 ans, voilà, donc il y a des signes comme ça des fois. Et donc ma première réaction ça a été ça, c'est je m'en remets complètement à Becquerel. Je vais faire totalement confiance aux professionnels de santé et je vais m'occuper, enfin je vais essayer de garder un peu de pouvoir sur ma vie, sur ce sur quoi je peux agir, c'est-à-dire mon moral. Et mon moral passait par mon travail et ma société. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai prévenu tout de suite mes clients
mes fournisseurs. Les clients ont été extraordinaires, c'est-à-dire qu'ils m'ont dit écoute, est-ce que tu veux continuer à travailler? J'ai dit bah, je vais essayer. Ok, on avance toutes tes interventions avant la chimio, comme ça tu es sûr d'être payé. Alors voilà, tout s'est super bien passé. Des clients qui m'ont dit bon, on va t'attendre, d'autres qui m'ont dit ok, tu nous envoies une doublure. Et là, je fais le pont avec la doublure, c'est qu'en fait, ce sont des concurrents qui sont venus m'aider, donc que j'appelle des confrères évidemment, et qui m'ont dit Manu, si tu as besoin d'un coup de main, alors qu'on était vraiment concurrents, hein, on vient t'aider, et évidemment, on pique pas tes clients, mais tu nous dis comment on peut t'aider. Et je les remercie aussi évidemment, ces concurrents qui ont été super. Donc la force, finalement, elle est aussi venue La force, de elle est ton venue des entourage. autres. Ouais, elle est venue. En fait, c'est vraiment, je pars vraiment sur, je fais confiance Mm. et on verra bien. Il y en a un qui a été border, mais sur la majorité, voilà, ils ont tous été super. Donc faire confiance et puis finalement, je prends souvent cette image d'une dynamo en fait. C'est j'ai de l'énergie à donner, mais finalement, je me nourris aussi de l'énergie des Mm. autres. Et on me l'a souvent dit. On m'a dit en fait, tu te nourris aussi des autres et tu utilises cette force collective de l'énergie, en fait, je suis allée chercher ailleurs. Et les autres me disaient, mais tu as une énergie pas possible. Il y a une fois, si j'ai 10 secondes pour le dire, je faisais de l'activité physique adaptée. Et à un moment donné, sur un entraînement, je commence à bâiller, j'étais épuisée. Donc je me dis, bon, je vais commencer par une pause. Et finalement, je m'allonge sur le canapé, j'étais KO. Et j'ai dormi, je sais pas, peut-être 2 heures. Et une des coachs de tennis vient me voir, elle me fait, ah ben ça y est, on voit ce que ça fait quand tu n'as plus de jus. Parce qu'en fait, voilà, j'étais tout le temps dans l'énergie et à un moment donné, il n'y en a plus. Mais parce que c'est les traitements. Donc voilà, je dirais confiance et puis utiliser la force du collectif pour trouver de l'énergie. Céline, face à ce grand sentiment d'injustice, où est-ce que tu puises ta force pour te battre? Parce que là, il faut se battre. Ah ouais, ouais, alors puis c'est compliqué et puis c'est pas du jour au lendemain, même si la conciliation elle est dans les 15 jours évidemment, bah, faut trouver un avocat, faut mettre les pièces de son côté, hein, parce que Dossier. oui, le dossier voilà, et puis bah, en fait, on passe par des phases de colère, on se renferme, on trouve ça injuste et puis une petite anecdote, je vais chez ma petite fermière qui fait son pain bio et cette petite, femme, très croyante protestante et qui me dit: «Oh mais tu sais, tu devrais apprendre, à pardonner». Ouais, alors là, tu es gentil, mais elle me réclame 10 000 €, tu sais, 10 000 €, c'est pas rien, hein et puis bon, voilà. La petite anecdote, c'était qu'elle m'attaquait quand même pour travail dissimulé. Travail dissimulé, c'est pas rien, quoi, hein. Je veux dire, on a peur d'être jugé aussi, Bien on est sûr. convoqué devant des juges. Ouh, c'est pas bien madame, hein, donc alors que je pense que je devais faire partir des 1 de particuliers qui faisaient des contrats de travail à une assistante maternelle. Donc on se dit, bah, là, c'est vraiment injustice. Donc non, le pardon, il vient pas du jour au lendemain. Mais en tout cas, c'était un conseil qui t'est resté quelque Ah part, oui, même alors si tu n'étais pas prête. ah oui, c'était très imprégné parce que du coup, je me dis, elle est mignonne avec son pardon, mais et puis un soir, je suis toute seule devant mon Google et je tape le pardon. Et là, je tombe sur évidemment plusieurs liens et je vais sur un prêtre qui a fait un blog et qui parle du pardon avec des mots hyper fastoches parce que moi j'ai pas eu d'éducation religieuse donc alors là, je tombe dans l'inconnu mais des mots hyper accessibles en tout cas pour moi et il explique il dit ce qu'empêche le pardon, c'est-à-dire voilà ce que je vivais, se renfermer un peu l'injustice, se renfermer sur soi, la pollution voilà en fait j'étais omnibulée. Alors évidemment, le quotidien, il continue, mais moi, j'étais obsédée par cette échéance d'être devant 4 personnes et devoir s'expliquer, en fait. Devoir te Donc, justifier. devoir me justifier. Ouais, ouais. Exactement. Et en fait, ta réponse fait une très belle transition avec ma question d'après qui concerne le deuil de ce qu'on était. Tu, tu rentres dans une phase où tu es obligé de finalement remettre en question ce que tu as fait jusque-là ou la manière ou ta vision du monde jusque-là. Voilà, cette ancienne peau, comment est-ce qu'elle part? Comment est-ce que tu t'y prends pour entrer dans une nouvelle manière de penser ta vie? Alors, c'est long.
C'est long parce qu'en plus, la procédure est longue. Parce que conciliation, ça évidemment, aide. voilà, conciliation, en plus, c'était assez rigolo, puisqu'elle s'est faite dans les toilettes des prud'hommes d'Alençon. Donc, je vous dis pas, ça fait une sacrée expérience, on en rigole maintenant. Mais sur le coup, à vivre, on se dit, OK, super, bon, bah, on va aller devant un des vrais juges alors, hein, puisque madame n'accepte pas de conciliation. Mm. C'est même dur, même le fait de se dire, bon, allez, on va lui lâcher 500 €, ça, c'est quand même beaucoup aussi, 500 €. Surtout quand on débute et on se dit, bon, on va lâcher 500 €, on sera tranquille. Oui, mais non, elle en veut 800. Oh là là, on est marchand de tapis dans les toilettes des prud'hommes d'Alençon quand on se dit, bon, et l'avocat dit, non, stop, on arrête, on va aller plus loin parce que finalement, vous êtes en règle, aucun intérêt pour vous. Je rappelle que du travail dissimulé, en fait, en tant qu'employeur particulier, les crédits d'impôt, il n'y a aucun intérêt à part pour, voilà. Bref, mais du coup, on dit, bon, ouais, super. Donc, en fait, on est reparti dans une machine. C'est-à-dire qu'on va repartir devant des juges, dans un dossier, d'un machin et compagnie. Donc, en fait, c'est long. C'est long et en même temps, on se dit non. Et en même temps, bah, il y a ce cheminement, effectivement, de plus être dans cette colère. C'est fatigant d'être en colère. C'est fatigant d'en vouloir et tout ça. Et donc, oui, je m'intéresse au pardon et Mm. qu'est-ce qu'il apporte. Et c'est libérateur. Tu continues à creuser cette petite piste de la boulangère. Voilà. Emmanuel, tu fais le deuil de quelque chose dans ce... Comment? Oui, pendant cette phase d'acceptation de la maladie, puis ensuite, voilà, le fait de te battre contre cette maladie, parce que tu es encore avec nous, donc ça veut dire que ça a Que été ça va bien. efficace. Merci de t'être battu. Tu fais le deuil de quoi, finalement? Ben, en fait, je n'ai pas le sentiment de faire de deuil. Moi, je rentre chez moi, je suis assise sur mon lit et je me dis, j'ai terriblement peur de mourir à ce moment-là. Et je me dis, mais c'est pas possible, je peux pas mourir, j'ai pas rangé mon appart. Je vous jure, c'est ce que je me suis dit. Il y a des choses, des fois, alors peut-être que ça a bugué là-haut, hein, c'est peut-être mon état normal, pour ceux qui me connaissent se diront c'est normal. Mais voilà, je passe de cette étape-là où j'ai terriblement peur, pas envie de mourir maintenant, euh, une longue attente pendant toute la période où on fait tous les examens pour voir jusqu'à quel point je suis touchée, quel type de cancer c'est, etc. Et ça s'arrête net, cette peur, lors de la consultation avec mon chirurgien. Je remercie encore, évidemment, qui me dit, voilà, on a tout vérifié. Et elle reprend tous les organes un par un. Elle me dit, le cerveau, il n'y a rien, les poumons, il n'y a rien, le foie, il n'y a rien. Enfin, voilà, elle fait tout. Et elle me dit, c'est un cancer du sein isolé, et voilà ce qu'on va faire. Et à partir de cette phrase, ça a été terminé. Je n'ai plus jamais eu peur. J'ai pas déprimé. Je suis rentrée dans cette phase, on prenait le verbe d'action où voilà, il faut avancer, il faut agir, il faut être dedans. J'ai dit ok, je rentre dedans en fait. Et par rapport à ce que je faisais avant, c'est pas la priorité à ce moment-là. La priorité, c'est sauver ma vie, c'est être bien. Et c'est écouter ce que les médecins vont me dire, même si eux ils pensent que je ne les ai pas beaucoup écoutés et que le sport national à Becquerel c'était de mettre en arrêt de travail Emmanuel Hoche. Il a quand même réussi et j'ai par contre trouvé mon maître qui est le cancer, qui m'a dit là maintenant tu vas te reposer et là maintenant tu vas arrêter. Et donc je dirais que c'est peut-être une des différences entre ma vie d'avant et ma vie de maintenant. C'est aujourd'hui quand je dis ok là stop je veux m'arrêter, je m'arrête, je fais une pause, je me repose davantage quand j'en ai envie. Après je reste un bourreau de travail parce que j'adore ça et que j'ai pas l'impression de travailler. Mais je dirais que c'est peut-être le gros impact, il est peut-être là-dessus. Après pendant toute la durée des traitements, parce qu'un cancer ça peut être très long à soigner. J'en ai eu quand même pour 1 an et demi de soins. Pendant toute cette durée, il y a une chose qui change, et je sais que je suis pas seule dans ce cas-là, c'est le rapport au travail. Alors pas seulement en termes de quantité, d'implication, d'investissement, mais sur le contenu. Je pense à ce que disait Lucie tout à l'heure, mais sur le contenu, c'est ok, ça je le fais, ça me plaît, je m'éclatais dans ma société, vraiment, mais progressivement je me disais, ah ça j'ai un petit peu moins envie de le faire, ça me plaît moins, j'ai un peu moins envie, et puis je commençais à me dire, va falloir que je me remotive quand je vais être sortie de tout ça, pour aller faire des trucs que j'ai plus trop envie de faire. Et c'est à ce moment-là qu'est tombée la proposition du Centre Henri Becquerel, où je me suis dit, ça c'est un projet qui me plaît, et je ne sais pas si j'ai le temps d'expliquer ce que c'est. Voilà, ok. Donc je me suis dit, voilà, ça c'est un projet qui me plaît, et du coup, ça m'a permis de réenclencher sur quelque chose qui me passionne. Et en fait, la transition, elle s'est faite vraiment en douceur comme ça. Donc une vie professionnelle un peu modifiée quand même.
Oui, alors je reste sur de la gestion de projet, mais Mais plus sur les modifiée, mêmes sujets. mais plus sur les mêmes sujets, absolument. Clotilde, pour toi, c'est pas la vie professionnelle qui va changer. Tu fais le deuil d'autre chose. Exactement. En fait, ma vie professionnelle était bien lancée. Elle a été toujours très intense et très passionnée, parce que je suis passionnée. Mais moi, c'est plutôt la partie émotionnelle. C'est-à-dire que ma vie s'est détruite en une seconde. Et la meilleure décision de ma vie, c'est le jour où j'ai décidé de me séparer donc du père de mes enfants et de me reprendre en main. Et là, au niveau émotionnel, beaucoup de travail, beaucoup de développement personnel, beaucoup de coachs, beaucoup de rencontres en fait qui m'ont aidé en fait à me rendre compte que la personne la plus importante de ma vie, c'est moi. Et la personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Je le dis clairement, c'est vous. Et c'est important en fait de s'en rendre compte parce que souvent on rentre dans un schéma habituel où il y a les habitudes de la famille, du couple, du travail, des patrons, où on s'oblige en fait à respecter en fait des règles, des systèmes, des cadres mis en place, et on se rend compte qu'on s'oublie et qu'on ne réalise pas en fait ce qu'on a envie de faire. Et depuis ce moment-là, j'ai découvert et j'ai appris, et aujourd'hui, en fait, je peux le dire, c'est exponentiel à quel point on peut se libérer et s'épanouir, se redécouvrir, se réinventer, changer, pas forcément changer de métier, pas forcément changer de maison, de ville ou d'endroit, mais changer en soi, à l'intérieur de soi. Et là, c'est magique, c'est jouissif, c'est libérateur, c'est exponentiel. Et c'est le cas aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un papillon qui vient de sortir de sa coquille, et qui est, alors pas la coquille du poussin, mais la, la chrysalide, le cocon effectivement du papillon, mais d'être en train de continuer à m'épanouir en fait au quotidien. Et c'est magique. La vie est belle, tu m'avais dit. La vie est belle. Emmanuel, que disent tes proches de ta transformation ou de la nouvelle Emmanuel? Alors ça dépend sur quel sujet. J'ai vers la fin des traitements, quand ça allait vraiment beaucoup mieux, j'ai eu une frénésie d'achat de chaussures. Ça n'arrêtait pas, c'est bizarre, hein, je me suis fait une collection, et j'ai ma cousine, chaque fois qu'elle me voit, elle me fait c'est encore une nouvelle paire? Oui, encore une nouvelle paire. Donc voilà, c'était un peu bizarre. Non, ce qui a transformé, c'est mon apparence physique. J'ai changé de look, mais pas en me disant tiens, et si je faisais ça? Non, c'est venu assez naturellement. Euh, Plein de gens m'ont dit que j'étais beaucoup plus féminine, beaucoup plus femme, etc. Même mon banquier me l'a dit. Pourtant, il m'avait vu chaud avec la casquette, hein. Mais non, il n'y avait pas de drague, je vous jure. Non. Il me dit, mais vous êtes plus. Je dis, oui, vous pouvez le dire, tout le monde me le dit. Vous êtes plus femme. Oui, effectivement, je suis plus femme. Et puis après, au niveau humain et relationnel, il y a une collègue un jour qui m'a dit, tais-toi, mais en mieux. Et j'ai trouvé que c'était une belle image. En fait, j'étais, oui, moi, mais en mieux. Donc plus, enfin, je sais pas, je pense que j'ai toujours eu de l'humour, toujours de la détermination. Enfin, voilà, ça, c'est ce qui me définit, de la générosité. Mais j'ai l'impression que c'est passé un cran au-dessus encore. C'est comme un peu un révélateur de, je peux aller encore plus loin, en fait. Clotilde? C'est pareil, en fait, le ciel est la limite. C'est de découvrir qu'on peut tout faire, qu'on peut tout se permettre, qu'on a envie de passer son permis bateau, on passe son permis bateau, qu'on a envie de devenir administrateur, on devient administrateur, qu'on a envie d'aller au théâtre, on va au théâtre, de ne plus se mettre de contraintes. Alors il y a toujours un cadre, il y a toujours des limites, mais c'est celles qu'on se donne. Et quand on veut, on peut faire tout ce qu'on veut. Oui, mais tout à l'heure, c'est Kelly Massol. Je ne la connaissais pas, Kelly Massol, donc j'ai découvert Kelly Massol tout à l'heure. Elle nous a dit, n'ayez pas peur d'être égoïste. Soyez égoïste au moins un jour par mois. Est-ce que ton entourage te trouve égoïste? Alors non, mon entourage ne me trouve pas égoïste. Il me demande si je dors de temps en temps. Parce que je fais
tellement de choses aujourd'hui qui me font plaisir parce que j'ai envie de les faire et que je ne m'empêche pas de les faire. Non, les gens, en fait, plutôt me disent qu'ils m'ont découverte parce que maintenant, je suis moi. Moi, dans mon entièreté, avec mon lâcher-prise, mon franc-parler, ma générosité, mes défauts. Mais en même temps, je ne suis pas une représentation qu'on voudrait que je sois. Non, je suis moi. Et donc ça, c'est positif. Pleinement assumé. Complètement. Céline, donc cette épreuve te familiarise avec le pardon. Tu veux peut-être en dire un mot de plus et puis nous dire comment ton entourage te perçoit maintenant. Euh, Comment je me familiarise? Bon, après, à chaque événement, on a toujours aussi ces émotions qui reviennent, hein. La colère, c'est pas parce qu'on pardonne que c'est facile. Ça se saurait. Ça se saurait. Euh, euh, En fait, je sais pas ce qu'ils pensent de moi, l'entourage. Enfin, si je pense quand même que, en fait, ça m'a permis de me découvrir moi, justement, de la confiance en soi, parce que finalement, le peur de jugement des autres sur un fait bien précis renvoie à ses propres peurs. C'était un peu le thème aussi précédent. Voilà, sur nos croyances limitantes et Ton mari, tes enfants, ils te disent maman, t'as changé, Céline, non, t'as changé. non, parce qu'ils étaient beaucoup plus petits. Mais oui, effectivement, en fait, ça permet de prendre de recul et de la communication. Parce que ce qu'on disait là, de rester enfermé avec sa colère, ses rancunes, voilà, ce mal-être. Mais en fait, non, c'est le partage, c'est normal. Et en fait, de les recevoir, ces émotions. De dire, ok, je suis en colère, ok, t'es en colère, les enfants, il y en a un qui revient et qui vit une injustice parce qu'il il y a la petite injustice, il y a la grande injustice, voilà, il y a toute une échelle aussi où on place le curseur, mais c'est beau de parler, c'est beau d'échanger et de ne pas le porter tout seul aussi. Et cette salariée à qui tu as réussi à pardonner, tu lui as reparlé? Non, en plus j'ai gagné. Bravo. J'ai oublié de le préciser. Faut le dire, oui, oui. parce qu'en fait, quand on y va avec une bonne, voilà, avec la foi, oui, bon bah voilà, il y a 10 heures de payer comme ça. Bon, ça fait un peu cher l'heure de repassage, hein. Mais non, mais voilà, on y va. En fait, on y va avec oui, mais c'était à sa demande, donc voilà. Mais non, je l'ai pas revue. Non, j'ai pas réclamé parce elle devait, quand on perd un procès, on doit aussi les indemnités. J'ai pas été envoyer un huissier pour aller réclamer les indemnités. Voilà, et parce que non, parce que quand on est dans le pardon, c'est pas non plus le bisounours, c'est pas le monde des bisounours, mais Ça n'efface rien. ça n'efface rien, effectivement, mais c'est libérateur. Et c'est un cadeau pour qui finalement le pardon? C'est pour soi-même. Exactement. Soi-même et son entourage, forcément. Parce que si on est mieux, et une maman qui va mieux, c'est quand même... Nettement mieux, on est d'accord. On arrive doucement vers la fin de cette table ronde. Et bon, ma dernière question est peut-être un peu prévisible, mais j'avais envie que vous puissiez chacune dire au public le conseil, la phrase que vous vous répétez. Voilà, une manière d'aider chacun et chacune dans cette salle à se souvenir que finalement, la priorité de notre vie, c'est nous et notre alignement avec qui on veut être, qui on est. Donc voilà, vous m'avez chacune dit de manière différente à quel point c'est important, mais comment est-ce que vous avez envie de le dire au public? Tu veux commencer? Non? Qui veut commencer? Emmanuel. Bon, bah alors je m'y colle. Ça y est. Le cancer n'a pas de saison, pour reboucler sur le début de la table ronde. Octobre rose, c'est pas qu'en octobre. Et plus tôt c'est pris et plus on a de chance. Donc n'attendez pas, ne reportez pas.
Comme m'a dit un jour un collègue, parce que j'étais lessivée et ça me faisait suer de ne pas venir l'aider, il m'a dit, tu sais, Emmanuel, le travail, ça se reporte, la santé, ça ne se reporte pas. Et j'ai adoré cette phrase, et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Évidemment, on a peur d'aller passer des examens quand on a un doute, mais attendre et se rendre compte que c'est trop tard, la peur, elle est bien plus grande. Donc voilà, n'attendez pas, allez-y. Et puis surtout, bon, j'espère qu'un jour le cancer sera une maladie chronique, et, parce que ça voudra dire que voilà, Qu'on la soigne. qu'on la soigne. Ouais, voilà, qu'on la soigne. Mais voilà, n'attendez pas, et puis ayez confiance, et il ne faut pas attendre d'avoir un choc comme ça pour aussi s'ouvrir et se dire, c'est Lucie qui parlait tout à l'heure, il y a le cerveau qui fonctionne, et puis qu'est-ce qu'elles disent, les tripes? Et en fait, les tripes, elles disent beaucoup, beaucoup de choses, et c'est valable sur le travail, c'est valable sur la vie perso, c'est valable sur la vie sociale, c'est valable sur plein de choses. Il suffit de se poser la question, et puis de ne pas avoir peur, en fait. Il faut oser. Ouais. Et ne repoussez pas l'examen. Clotilde. Tout à fait d'accord. Et en même temps, j'ai envie de dire à nouveau, la vie est belle. On n'a qu'une vie, il faut en profiter. C'est-à-dire que se dire, en fait, oui, alors j'ai des obligations, j'ai le travail, j'ai des examens médicaux, etc. C'est bien. Et en même temps, c'est de s'écouter et de vraiment, en fait, s'autoriser à vivre ce qu'on a envie de vivre, de ne pas se mettre de contraintes et de limites pour vraiment, en fait, rayonner. À partir du moment où effectivement on est en soi, ancré avec ses valeurs, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie d'atteindre et autres, on rayonne, et ça rayonne autour de nous. Donc ça rebondit. C'est pas de l'égoïsme, hein, c'est pas de l'égocentrisme, hein, c'est au contraire permettre en fait aussi aux autres de rayonner par eux-mêmes. C'est un beau programme, ça, de rayonner, je crois. Céline. Eh bien, pas oublier qu'après l'hiver, il y a le printemps, en fait. Et il y a la renaissance. Les arbres, enfin les feuilles renaissent, les fleurs naissent, et qu'à toute épreuve, en fait, il y a des grâces. Voilà. Et qu'il faut savoir ouvrir son cœur et laisser les vilaines ou les émotions noires, laisser la place au bonheur, voilà, à des belles choses. Mais le bonheur peut être aussi une rencontre, peut être des bons moments, des petits, un petit café avec une maman d'école, voilà, voilà, mais d'ouvrir son cœur, je pense. Et la vie nous fait des cadeaux tout le temps si on sait les voir. Merci, mesdames, pour vos témoignages en vérité. Merci. Et votre joie de vivre est un témoignage en soi. Mais on ne m'entend plus. Bravo. Merci infiniment, mesdames, pour ce beau témoignage. Restez. Il y a peut-être des questions pour vous. Ah oui, il y a des questions. Ah oui, j'espère. Vous avez des questions? La parole est à vous. On va venir à votre rencontre avec un petit micro dans la salle. N'hésitez pas à lever la main bien haut comme ça. Oui, fort. Je ne vois pas forcément bien. Donc n'hésitez pas à saisir le micro si on vous le tend. C'est vrai qu'on voit rien. Est-ce qu'on a des questions? Le tout, c'est de se lancer. C'est la première question. Oui, dans le fond. Il y en a une au fond, au milieu, on me dit. Où êtes-vous? Ah, vous êtes là. Mais vous n'avez pas de micro, du coup. C'est pas grave, vous avez une forte voix. On vient à vous tout de suite. Criez votre question. Osez. Merci. C'est une question pour Emmanuel. J'ai compris qu'il y avait un projet, enfin c'est plus qu'un projet, c'est une nouvelle vie. Et je suis curieuse, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. C'est peut-être pas le moment, mais en même temps, quel élan il te donne aujourd'hui et comment il te nourrit? Alors, je vais reprendre une phrase que j'ai dite tout à l'heure un petit peu. C'est que quand j'étais chef d'entreprise, dans tout ce que je faisais, je m'éclatais vraiment. Et là, le projet aujourd'hui, je me suréclate. C'est-à-dire que il y a voilà, la responsable com de Becquerel qui est dans la salle, je sais, Marie, grâce à qui quand même je suis arrivée aussi à Becquerel. Quand elle me voit des fois arriver le matin, elle me regarde et me fait « Bon, ok, donc toi, tu es de nouveau dans l'indécence du bonheur au travail. » Et en fait, c'est exactement ça. C'est pas parce que c'est la cancérologie, c'est parce que c'est le milieu médical qui est un monde à part avec une culture très particulière, très différente de tous les secteurs que j'avais pu côtoyer avant et qu'on peut côtoyer, que vous pouvez côtoyer vous ici. Mais c'est un milieu qui est extrêmement touchant.
qui donne énormément pour les patients. Et moi, je suis admirative de tous ces soignants. Il y en a au moins une dans la salle, encore une Marie. Voilà, je suis admirative et en fait, comme moi de nature, je suis plutôt généreuse et que j'aime faire le bien. Et ben en fait, j'ai l'impression, en tout cas, j'ai à cœur de venir les soutenir dans dans l'exercice de leur fonction. Et je me dis que si aujourd'hui au travers du partenariat patient, donc qu'est-ce que je fais hein, en gros, c'est pareil que de l'expérience client, mais sauf que c'est avec des patients et c'est pas culturel dans la santé. Mais en gros, c'est collaborer avec des professionnels de santé, c'est venir renforcer l'équipe. Et en fait, quand on dit que le système de santé va mal, il va mal parce qu'il est fragilisé, il y a des sous-effectifs, enfin voilà, c'est des environnements très difficiles. Et donc faire en sorte que des anciens patients, des aidants viennent en soutien de ces équipes de soins, en fait, pour moi, ça renforce et ça me permet, alors pour le coup, de manière très égoïste, ça me permet moi d'avoir l'opportunité de donner. Et comme j'adore ça, ben voilà, c'est un peu comme ça. Après, pour plus de détails, je vais pas monopoliser la parole. Il y a peut-être d'autres questions, mais pour plus de détails, je suis là toute la journée, jusqu'à ce soir, donc faut pas hésiter à venir me voir si vous avez envie d'en discuter. Voilà, puis si vous avez du temps, parce qu'Emmanuelle est bavarde, et prolifique, et absolument Et c'est formidable. toi- et c'est Non, toi mais qui tu dis l'es ça. pas, t'es hyper synthétique. On a mangé hier avec Emmanuelle, c'était incroyable. On a le temps pour une dernière question qui était par là, je crois. Bonjour, alors moi je m'appelle Marie, donc forcément j'adore tout ce que vous avez dit. C'est une question encore pour Emmanuel, je suis hyper curieuse, quels sont les projets? Donc ça rebondit, mais encore un temps de parole. Donc du concret de ce qu'on fait à Becquerel. Ok. Alors en fait, donc le centre Henri Becquerel, c'est le centre de lutte contre le cancer de Rouen, pour ceux qui ne connaissent pas. Et on est en train de construire, de faire un énorme agrandissement. Et en fait, dans le cadre de cet agrandissement, la direction a souhaité intégrer le regard des patients. Donc en fait, ils m'ont demandé de monter un groupe de bénévoles pour pouvoir collaborer avec les professionnels de santé. Donc on a été intégré par exemple sur les ateliers sensoriels, quelle ambiance on veut, au niveau des couleurs, au niveau des textures, au niveau des odeurs, au niveau vraiment des ambiances en général. On est intégré sur les tests des futurs cocons de chimio. Donc ça va être des espaces où le patient va pouvoir dire, ou l'ancien patient, par son expérience, par son vécu, va dire, moi je viens en chimio, j'ai ma tablette, j'ai mon tricot, mes sudoku, enfin voilà. Et donc j'ai besoin d'une petite étagère là, j'ai besoin de ça. Et puis les soignants vont dire, ok, d'accord, mais nous il faut qu'on puisse rentrer en urgence avec un chariot de réa. S'il y a une tablette, on va se blesser. Donc, ok, l'architecte, tu te débrouilles avec tout ce qu'on vient de dire. L'idée, c'est vraiment de croiser les regards, les envies, les attentes des patients avec les envies, les attentes et les contraintes des soignants. Donc ça, c'est pour le projet immobilier. Mais en fait, on se rend compte que je prends toujours cette image du pull où il y a un petit truc qui dépasse, on tire dessus, puis finalement, c'est une grosse pelote qui arrive derrière. En fait, partout où le patient peut avoir une valeur ajoutée, où il a un vécu particulier, on va intégrer ce partenariat patient. Donc ça va être valable sur la communication à destination des patients, ça va être valable sur les parcours de soins, ça va être valable sur l'aménagement des salles de consulte, sur la formation à destination des professionnels de santé. Je me souviens très rapidement d'une soirée, parce que Becquerel fait régulièrement comme ça, ce qu'on appelle les rendez-vous Becquerel, et il y a une intervention où on parle du retour à l'emploi derrière. Parce que ça, c'est un gros sujet hein, pour tous les chefs d'entreprise, appel à vous, bien sûr. Donc, il y a plein de sujets qui sont évoqués. Et il y a une radiologue qui vient me voir à la fin, qui me dit « Mais je ne savais pas qu'il y avait tout ça derrière ». Et donc, en fait, on se rend compte que les soignants n'ont pas ce vécu et ce ressenti de la personne qui l'a vécu, en fait. Et donc, c'est pas venir remettre en cause ce qu'eux font, mais c'est dire voilà, comment on peut croiser les regards. Je vais prendre une autre image rapidement. C'est une roue de vélo. Vous avez chaque rayon est un élément du système. Et là, on va ajouter un rayon supplémentaire. Donc, tout le monde doit faire un pas de côté. Tout le monde doit bouger un petit peu, trouver une place un peu différente. Et le rayon, il va venir renforcer la solidité de la roue et amener un regard complémentaire, amener un plus dans les pratiques. Et donc, ma mission à moi, dans tous ces projets, c'est de conduire le changement de mentalité de l'hôpital et puis d'amener les professionnels de santé à collaborer avec des patients et des patients avec des professionnels de santé. Merci beaucoup. Alors, on me dit dans mon oreillette, merci. Merci pour elle.
On me dit dans mon oreillette, si Emmanuel fait une réponse brève, on aura d'autres questions. Vous l'aurez deviné, il n'y aura pas d'autres questions. Merci infiniment à vous quatre. Mesdames, j'aimerais qu'on les applaudisse extrêmement fort pour ces témoignages absolument passionnants. Je vous invite à redécouvrir. Les micros. Vous pouvez partir par là. Avec les micros. Avec les micros, oui, je crois. Vous allez voir, c'est très bonne franquette, hein, Family Challenge. Allez-y, n'hésitez pas, prenez une petite coupette. On n'a pas été briefés Voilà, sur les micros. très bien. Un petit café vous attend. À tout à l'heure, les filles. J'aimerais désormais que nous accueillions celui grâce à qui nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui au Zénith de Rouen. Il est le président de la métropole et le maire de Rouen, vous avez deviné. Merci d'applaudir extrêmement fort Monsieur Nicolas Maillard-Rossignol, s'il vous plaît. Je vous en prie, la scène est à vous. Bonjour à toutes et tous. Bonjour, je suis Nicolas Maillard-Rossignol, je suis le maire de Rouen et le président de la métropole Rouen-Normandie qui gère notamment ce Zénith. On a un très très grand plaisir à vous accueillir aujourd'hui ici. Vous êtes très nombreuses et très nombreux, je vous rassure, je vais être très bref. Je voulais juste vous faire ce petit mot d'accueil avec, après moi, Vincent Lauda, le président de la Chambre de commerce pour la Normandie, du réseau, et bien sûr Audrey Régnier. Je voudrais en profiter pour saluer en particulier quelques femmes, évidemment, Léa Lassara. On peut l'applaudir, je pense, quand même. Je sais qu'elle est là, je la vois pas, là je vois rien, hein, mais je suis sûr qu'elle est... Oui, voilà, elle doit être ici, voilà, exactement. Bien sûr, Audrey Régnier aussi, et dire que le travail qui est fait par la Manufacture Bouin depuis si longtemps, au niveau patrimonial naturellement, mais plus largement par Audrey à travers le réseau Family Challenge est absolument remarquable. Donc vraiment la remercier très très chaleureusement et remercier toute l'équipe du réseau Family Challenge. Je vais dire des choses que tout le monde connaît ici. On constate tous les jours des formes d'auto-censure, que malgré des évolutions, parce qu'il y en a heureusement, les choses progressent extrêmement lentement de manière générale dans l'égalité, sur le sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes, et en particulier dans l'entrepreneuriat, et que parfois il faut pousser les portes et forcer le système. Il y a des choses qui ont fait polémique. L'élu que je suis peut dire par exemple qu'à l'époque des premières lois sur la parité, il y avait ce débat sur est-ce qu'on a besoin d'une loi pour forcer la parité. Et force est de constater que si ça n'avait pas été le cas, il est probable que l'égalité femmes-hommes dans les représentations électives n'aurait pas progressé comme elle a progressé. Mais évidemment, on ne peut pas faire ça dans tous les domaines. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'initiatives citoyennes, privées, associatives, portées par des femmes et des hommes. Il se trouve, sans aucune prétention, mais que dans ma vie professionnelle personnelle, j'ai eu à travailler dans une boîte familiale, c'est public, hein, elle s'appelle Nutri7, portée par une famille, et à l'époque en tout cas, et toujours aujourd'hui, par une exceptionnelle dirigeante d'entreprise qui s'appelle Adeline Lescane-Gauthier. Et je peux vous dire que c'est une expérience qui pour moi, que je garderai évidemment toute ma vie, par la boîte, par la sens de cette entreprise, et aussi par le management et par les qualités exceptionnelles d'Adeline. Mais je peux dire qu'à travers cet exemple, j'ai vu aussi les difficultés pour les femmes à, allez, je vais utiliser le mot, à s'imposer, au sens de prendre leur place naturelle dans le réseau des entrepreneurs, des dirigeants, dirigeantes, et puis tout simplement dans la société. Je voudrais dire que sur la métropole Rouen-Normandie, on essaie, on n'y arrive pas toujours, mais on essaie de pousser dans ce sens-là, sur tous les sujets, que ce soit la symbolique et la visibilisation dans l'espace public, et parfois c'est difficile, même sur des sujets aussi, on pourrait dire anecdotiques, que la représentation féminine des femmes dans l'espace public, sur les initiatives comme celles que l'on accueille aujourd'hui, évidemment, pour montrer que c'est possible. Je voudrais, puisque je n'ai pas le temps de tout développer, mais je voudrais juste insister sur un seul exemple, si on doit retenir qu'une seule chose de mon petit propos, au-delà du fait que cette métropole est évidemment la plus belle de France. Mais vous voyez que je n'insiste pas lourdement là-dessus. Non, je voudrais insister sur un seul point, et je le dis autant aux femmes qu'aux hommes, probablement d'ailleurs plus aux hommes. Prenez des stagiaires et dès le collège, parce que l'expérience que nous, élus, avons, c'est que les représentations et les autocensures, elles s'ancrent trop tôt. Et que montrer à des jeunes, et en particulier des jeunes filles, pas seulement, que l'entrepreneuriat, le monde économique, le champ des possibles, devenir ingénieur, devenir architecte, devenir cadre, devenir dirigeant, devenir artiste, devenir professionnel accompli et reconnu comme tel,
qu'on soit un homme ou une femme, qu'on soit un jeune garçon ou une jeune fille, c'est majeur. Et si chaque boîte se dit, je vais aller chercher des jeunes filles, par exemple dans des quartiers populaires, où on se dit que tel ou tel métier, de toute façon, ne fera jamais partie de mon univers, et leur montrer ne serait-ce que 5 jours dans leur vie, c'est-à-dire l'équivalent du stage de 3e, et il y a maintenant les stages de seconde, que c'est possible, que c'est réservé à personne, et que, en fait, la seule limite, c'est le rêve, que l'on s'autorise ou pas, alors je pense qu'on aura tous fait œuvre utile. Je voulais vraiment vous remercier toutes et tous pour votre action citoyenne, parce qu'il y a ceux qui font de la politique en étant élus, et bien sûr qu'en étant élu, on a accès à un certain nombre de leviers, le levier de l'argent public, le levier réglementaire, mais en réalité, et n'y voyez aucune critique, au contraire c'est un compliment dans ma bouche, vous faites de la politique dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'à travers cet exemple, chère Audrey, à travers cette manifestation, vous changez la vie. Merci de faire ça. Merci. Merci infiniment, Monsieur le maire et Monsieur le président de la métropole d'Oran, Nicolas Maillère-Rossignol. Vous l'avez entendu, désormais j'ai le plaisir de vous annoncer celle qui partage mon goût pour les paillettes. Audrey Régnier, la présidente du réseau Femmes et Challenge, accompagnée de Monsieur Vincent Lauda, président de la CCI Normandie. Ce soir, je joue au loto parce que je suis hyper chanceuse. Depuis quelques semaines, je donne des interviews pour parler du forum, évidemment, et tous les journalistes, sans exception, ont dérivé sur le féminisme et aussi sur le masculinisme aux USA, mais bon, ça c'est un autre sujet. Alors bref, c'est vraiment passionnant, c'est un vrai débat de société, mais je me suis dit quand même, purée Audrey, t'es vraiment chanceuse. Parce qu'aujourd'hui, on organise un forum sur l'entrepreneuriat au féminin toute une journée, alors que maintenant, dans des pays, on n'a même plus le droit d'être une femme. C'est fou quand tu y penses. Tu te dis que d'un côté, waouh, tu es en 2025, tu as absolument besoin de soutenir la cause des femmes, de montrer des figures féminines à impact pour que la société, les jeunes s'identifient comme moteur de l'économie. Et d'un côté, on a la chance d'avoir la CCI comme soutien très fort pour que ce réseau existe, accompagné évidemment d'un engagement de taille de partenaires, pour mettre en avant l'entrepreneuriat au féminin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vraiment, c'est une chance inouïe qu'on soit là aujourd'hui tous ensemble et qu'on traite de ce sujet ici même. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait défiler toute la journée nos partenaires sur les écrans pour les remercier. Je vais vous parler un instant des coulisses du réseau. Parce que vous vous doutez bien que ce forum ne se fait pas en un mois. Ça fait plus d'1 an qu'on est sur l'organisation. On a rappelé des partenaires, beaucoup de partenaires nous ont suivis, un tout petit peu sont partis et on a eu beaucoup de refus. On m'a dit, voilà, les entreprises ont des difficultés, ce que je comprends, il n'y a pas de souci. Mais on m'a dit assez régulièrement, désolé, mais ce n'est plus notre priorité. En 2025, quand on me parle d'une société démocratique, qui promeut l'égalité, la mixité, la parité. À quel moment on arrête le combat, sérieusement? Qu'on soit une petite, une moyenne, une grande structure, même sans entreprise, avec peu ou beaucoup de responsabilités, aux côtés ou pas de gens influents, chacun et chacune peut changer les choses. Depuis ce matin, c'est exactement ce qu'on entend sur scène. Et quand vous avez passé la première marche, ne vous arrêtez pas. Continuez à défendre la place de la femme dans l'économie, dans l'entrepreneuriat, dans la société. Si le verrou est celui qu'on construit, la clé est votre voix. Vous connaissez mon attachement à changer les mentalités par la pédagogie. On ne va pas se mentir, il y a des parents qui faillent à leur devoir d'éducation, des enfants qui s'enlisent dans l'asservissement des algorithmes, un nivellement aussi par le bas sous couvert d'une fausse inclusion, parce que, entre parenthèses, l'inclusion, c'est pas je mets tout le monde dans un même paquet, je secoue et hop, magie, ça marche. Pas du tout. Mais autre débat, j'en parlerai plus tard si vous voulez. Il y a 3 semaines, réunion parents-prof de mon grand de 12 ans avec son prof principal. Il nous félicite pour l'œil critique de Léopold, qui a remis en cause le témoignage d'un croisé au temps des croisades en expliquant qu'on ne pouvait pas faire une synthèse sans avoir le point de vue de l'autre camp. Alors,
fierté de maman. Voilà. Mais oui, j'éduque comme ça. Mais surtout, je me suis dit, c'est vrai que c'est ça la clé en fait. Il faut cultiver, il faut enseigner. En fait, l'œil critique, c'est ultra important pour pas s'enfermer dans des clichés. Et il faut qu'on puisse analyser le monde qui nous entoure. Que ce soit les croisades ou l'entrepreneuriat au féminin, il faut vraiment avoir conscience des enjeux et de tout ce qui en découle. C'est notre rôle, c'est essentiel et c'est même vital pour notre sécurité et notre pérennité. Alors je vais vous dire, quand on décide des tables rondes, c'est tout un équilibre, hein. Il faut choisir le profil des invités, le fil rouge entre eux, et surtout le message qu'on souhaite passer. Parce que si vous pensez que le forum, c'est du divertissement, bon, ça l'est un petit peu, mais surtout, on se pose toujours la question de l'impact que ça aura sur vous, dans votre quotidien, dans votre entreprise, mais aussi chez vous. On parle du forum comme une bulle d'inspiration, alors oui, ça l'est. D'exemplarité sur les rôles féminins, ça l'est. D'ouverture à la mixité, ça l'est aussi. Mais c'est bien plus que ça. Alors oui, je me sens chanceuse et très optimiste aujourd'hui. Le réseau Femmes & Challenge a été créé en 2017 par Léa Lassara, qui a saisi l'opportunité d'être à un poste à forte responsabilité pour créer quelque chose de nécessaire, de légitime et de précurseur. C'est puissant, inspirant, mais vous l'avez compris depuis ce matin, on peut tous l'être à notre niveau. Femmes, hommes, enfants, on a tous en main tout pour changer des mentalités dans nos foyers, dans nos entreprises, dans nos cercles d'amis, dans notre pays, afin d'enfin changer le monde. À toi, Vincent. Merci. Merci Audrey. Oui, on est en train de changer le monde. Pourquoi on change le monde? Parce que on a découvert que des conseils d'administration où la parité a été respectée et que 50% d'hommes et 50% de femmes prenaient des décisions ensemble, la réalité, c'est que le conseil d'administration était bien plus efficace, que les décisions étaient prises collégialement et qu'en fin de compte, on allait vers l'innovation, la participation, le travail, l'excellence. Alors en France, c'est à peu près 30% de femmes chefs d'entreprise qui créent des entreprises. Et ce chiffre-là, il est en train d'augmenter en Normandie et on pense qu'en effet, le réseau Femmes & Challenge y est pour beaucoup. Et on est passé la première région de France dans le cadre de la création d'entreprises avec un petit 40%, mais on va continuer à faire des efforts parce qu'en effet, le soutien des chambres de commerce auprès du réseau Femmes & Challenge est un soutien normand par l'ensemble des CCI. Un autre sujet aussi que j'ai lu en préparant cette intervention, c'est que la pérennité des entreprises gérées par des femmes chefs d'entreprise était d'1 an supérieure par rapport aux hommes, c'est-à-dire que 60% des entreprises gérées par des hommes avaient un taux de défaillance à partir de 3 ans, alors que les femmes, c'était 1 an de plus. Et donc, c'était en effet l'efficacité. Le sujet aussi qui est très important pour nous, c'est montrer l'exemple, montrer que c'est possible. Pourquoi en effet ce réseau est très important, c'est de montrer des exemples de femmes chefs d'entreprise qui réussissent, qui témoignent aujourd'hui. Et si en effet certaines d'entre vous ont une petite étincelle, une petite voix en se disant « pourquoi pas, moi je vais créer mon activité, créer mon entreprise ». Et en effet, je pense que c'est la journée où en effet vous allez pouvoir être accompagné par le réseau des CCI, être accompagné par nos collaborateurs pour en effet franchir ce cap et créer votre entreprise. Les chambres de commerce interviennent dans le domaine de la formation, interviennent dans le domaine de la finance, du business et de l'international. Et c'est vraiment un engagement de long terme que les chambres de commerce portent à côté de l'entrepreneuriat au féminin. Et moi aussi, je vais avoir une petite phrase de remerciement aussi pour notre présidente, Audrey, qui porte ce réseau. Et vous savez, toute l'activité qu'il faut, toute l'énergie qu'il faut pour porter une journée comme aujourd'hui, mais pas que. J'ai aussi découvert plein d'activités le long de l'année, des moments très importants où vous parlez de vos trophées, de vos victoires. Et en effet, c'est là qu'on découvre des entreprises qui sont complémentaires, qui sont différentes, avec en effet un rayonnement au niveau de la région. Et puis aussi un petit mot pour celle qui a fondé ce réseau Femmes & Challenge et qui maintenant gère 2 grandes écoles. Merci de votre attention et bonne journée. Alors oui, c'est vrai. Merci pour la transition. Repasser la parole. C'était, parce qu'en effet, ça ne s'arrête pas aujourd'hui.
C'est ça. L'année 2026 va être riche. Comment ça va se passer? Alors oui, Vincent, en effet, il y aura plein de nouveautés en 2026. Merci pour la transition. Parce qu'un réseau, ce n'est pas quelque chose qui reste immobile, évidemment, d'accord? On écoute, on s'adapte, on évolue. Aujourd'hui, on se rend compte que dans le réseau, les membres ne sont pas du tout homogènes et les demandes sont très hétérogènes. Donc, j'ai 3 grandes nouvelles à vous annoncer pour 2026, hormis le fait que nous revenons au Zénith l'année prochaine de Rouen. Merci, monsieur le maire. Alors, première grande nouvelle. Donc, Femmes Challenge lance les business clubs, qui, comme son nom l'indique, est un cercle d'adhérentes qui se retrouvera donc avec l'objectif de booster leur business, se recommander et partager leurs expertises. Une rencontre tous les 15 jours, un seul métier représenté, un format très cadré et l'objectif, accélérer sa croissance. Le premier ouvre à Rouen sous l'œil expert de Marie Périssou et Charlotte de Beauce. Donc, ouais. Donc, si vous voulez candidater, rendez-vous sur le stand Femmes Challenge. Et de la même manière, si vous voulez en ouvrir dans d'autres villes, vous savez où aller pour en parler. Deuxième nouvelle, nous ouvrons l'international avec un accueil réciproque de chefs d'entreprise et pour la première fois, serbes. Après une visite organisée par Tatjana Novic, membre du Café de Paris, de l'ambassade de Serbie à Paris en mars 2025, plusieurs femmes se sont montrées très enthousiastes à l'idée de développer cette relation et de créer un échange avec la Serbie. Donc, nous recevrons toute une délégation de femmes d'entreprise, enfin de chefs d'entreprise serbes en mai 2026. Et le retour se fera en 2027 en Serbie, chez elles, en marge de l'exposition universelle de Belgrade. Donc, si vous êtes intéressé pour accueillir en fait ces femmes chefs d'entreprise et pour participer donc à cet échange, rendez-vous sur le stand Femmes Challenge. Je tenais à remercier les 3 personnes qui sont à l'origine de ce projet, puisque ce dossier est tenu par 3 membres qui se sont portés volontaires. Tatjana Novic, Tanakil Papertian et Virginie Panier-Zantic. Merci à vous pour cette initiative. Et enfin, nous avons été missionnés pour ouvrir le premier incubateur du réseau Les Premières by Femmes Challenge. Véritable montée en compétences managériales et entrepreneuriales qui mêle codev, formation et coaching. Nous proposons donc en lien avec le réseau Les Premières 3 programmes en 2026. Le premier, un booster camp de 2 jours pour choisir et vous lancer dans l'entrepreneuriat. Deuxième, Émergence, un programme de 6 mois pour créer son entreprise et acquérir ses premières compétences stratégiques. Et troisième, la création individuelle, un programme de 12 mois destiné aux micro-entreprises à ambition pour changer de statut, pivoter et créer de l'emploi. Donc si vous vous retrouvez dans vos besoins et vos envies par rapport à ces 3 incubateurs qui vont voir le jour en 2026, rendez-vous sur le stand de... Parfait, vous avez tout suivi, c'est parfait, merci beaucoup. Donc tu vois Donc voilà, on avance, encore et toujours, tu le vois, j'espère que tu es fier de nous, Vincent. Et c'est comme en 2025, on avait pris l'engagement de créer beaucoup plus de ponts avec les autres réseaux féminins, puisque l'avantage, c'est qu'on est plein de réseaux féminins en Normandie, et la sororité fait qu'on fait de plus beaux événements. Donc on a co-organisé une soirée incroyable à Rouen en septembre dernier avec 7 autres réseaux féminins. Et on a fait le lien entre le sport et l'entrepreneuriat. C'était une autre volonté que nous avions. Donc en bref, on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Voilà, donc ça c'est important. Et puis, avant de vous laisser partir, puisque là je pense que tout le monde commence à avoir faim, j'en ai parlé ce matin, mais je tiens à le repréciser, ce forum n'existerait pas, et j'insiste, sans le soutien de la CCI Normandie, de ses présidents, CDG. J'ai une pensée évidemment pour Delphine, que je fais stresser et qui monte sur scène pour annoncer mon retard, mais qui est toujours là pour nous aider. Et puis Stéphanie aussi, qui est là pour nous épauler, nous soutenir quotidiennement. Donc merci de ton aide précieuse, Stéphanie. Merci beaucoup aux partenaires. Je le dis, je le répète, on a tellement besoin de soutien pour que ces événements se réalisent à ce niveau d'excellence. Donc merci à eux. Vous relevez le défi, même pour les nouveaux, à un niveau incroyable. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui œuvrent aussi bénévolement
bénévolement. Il y a les équipes de la CCI qui sont ici, mais pas que. Il y a beaucoup de personnes qui donnent de leur temps et aussi toute l'année. Je pense aux ambassadrices, aux comités promotion, aux core members, aux mentors, mon précieux board qui m'aide à, je l'espère, prendre les bonnes décisions. Vraiment, je ne sais pas si vous en avez conscience, mais c'est une Family Challenge, c'est vraiment une initiative où les gens donnent de leur personne pour que vous puissiez avancer et soutenir votre voix sur la scène. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à bien garder. Et puis enfin, je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour les personnes qui sont ô combien impliquées, convaincues, efficaces et sympathiques. Ils ont bossé comme des fous depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. C'est l'équipe de Family Challenge représentée par Héloïse, Marie, Benoît. Bon, ils ne sont pas là, hein, parce qu'ils courent partout. Mais avec l'aide précieuse aussi de Cécile et Malou. Alors juste pour information, Benoît, c'est son anniversaire aujourd'hui. Hein, donc un beau cadeau. Allez lui faire des bisous. Donc en tout cas, merci beaucoup. Voilà, j'ai fini avec mon discours, mais je voulais vraiment que vous passiez ce message sur prenez en main votre destinée, changez vous-même votre vie. Ayez conscience qu'on a la chance incroyable d'être dans ce réseau, d'avoir un soutien pour que ça puisse exister. Et surtout, maintenant, bon appétit. Merci beaucoup Audrey Régnier, Vincent Laudas, vos applaudissements. Je vous garde 3 secondes, en effet, c'est l'heure du déjeuner. Oui, on vous a remis ce matin un ticket déjeuner, d'accord? Vous allez l'échanger contre un Pokéball. On dit Pokéball? Ouais, Pokeball. Vous avez 3 stands de distribution. Vous avez un végétarien, un saumon et un poulet. Si voilà, c'est juste derrière. Si vous êtes invité au déjeuner guest, rendez-vous à l'espace guest. Moi, je vous donne rendez-vous à 14h pétanque. Le village reste ouvert, évidemment, pendant le déjeuner. On pourra profiter d'une nouvelle conférence sur le thème « Changer les mentalités par le leadership et l'influence ». Et avant de se quitter, un tonnerre d'applaudissements pour les étudiants de l'IFA Marcel Sauvage, de la section BTS MCO et NRDRC, ainsi que les étudiants de Need for School pour leur participation bénévole tout au long de la journée. Merci, bon appétit et à tout à l'heure. Ouais, on fait la photo. On peut faire les photos. Les chers speakers, vous êtes attendus pour la photo.